Sur la période Covid, ça n'a pas été la période la plus compliquée à gérer du point de vue du dialogue social. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais je m'explique. Alors, ça a permis à certaines entreprises de s'apercevoir qu'il y avait peut-être un peu de retard sur le document unique d'évaluation des risques, de voir qu'il n'y avait pas de plan de continuation de l'activité. Mais si on regarde sur la question de l'activité, notamment de l'activité partielle ou de l'activité partielle longue durée, on a négocié majoritairement sur financement public, c'est quand même plus simple, sur un impact qui est un impact immédiat. Là où si on regarde, moi qui suis surtout négociateur en branche, on avait du paritarisme, c'est-à-dire des contributions et des cotisations que nous gérions pour un effet différé, ce qu'on appelle le salaire différé. Et donc d'un seul coup, pouvoir négocier, surtout en branche, parce que je rappelle que les accords ont surtout été conclus au niveau des branches professionnelles, parfois en entreprise, en tout cas en échange avec les CSE, ça a été des négociations pour trouver des solutions concrètes, applicables de manière immédiate et couvertes majoritairement par des fonds publics. Donc la période Covid n'a pas été la période la plus compliquée à gérer pour les équipes, ce qui est assez contre-intuitif. En ce moment, je peux vous confirmer qu'on est en période d'élection. Sans arrêt, et on a clairement franchi on a changé d'univers entre des entreprises qui pouvaient évoluer, mais où les équipes syndicales évoluaient moins, c'est-à-dire que les salariés avaient un parcours dans l'entreprise qui était beaucoup plus long, des élections dans les entreprises qui n'avaient pas le même impact. Là, clairement, on est, je ne vais pas dire tout le temps en élection, mais on est énormément en élection, avec comment dire, un poids et une légitimité de ces élections qui n'est pas encore bien perçue. Autant tout le monde a bien perçu qu'il y avait maintenant des équipes qui étaient en concurrence, autant y compris d'ailleurs du côté des chefs d'entreprise, on essaie d'aller dans des PAP, des protocoles préélectoraux sur des plus petites entreprises. Quand on prend contact avec ces chefs d'entreprise pour leur dire on a bien reçu votre invitation au PAP et on est prêt à venir, le réflexe c'est de dire est-ce qu'il y a des syndiqués dans mon entreprise? J'étais pas au courant. Je suis toujours assez surpris par ça. Et moi, il y a un chiffre qui m'a frappé sur le dernier cycle. Moi, j'ai notamment en charge la branche des bureaux d'études techniques, qu'on appelle souvent la Syntec. Sur le dernier cycle, 51% des salariés ont été appelés à voter. 51% des salariés appelés à voter. C'est-à-dire que les autres ne sont pas appelés à voter au regard des règles électorales. Notamment, il faut une ancienneté. Il est possible de changer d'entreprise. On change beaucoup plus fréquemment d'entreprise. Et sur le dernier cycle, on était avant la période Covid. Ce qui veut dire qu'il est fort probable que sur le cycle qui est en train de s'écouler, le taux de salariés qui ont été appelés à voter ou qui sont appelés à voter sera encore plus faible. Et ça a un impact en termes de légitimité, en termes aussi d'attachement à une équipe de négociateurs ou d'élus CSE au sein de l'entreprise. Ça, c'est une donne qui n'est pas souvent perçue. Et un point qui n'est alors pour le coup quasiment jamais perçu, c'est que les élections en entreprise servent à mesurer 3 niveaux de représentativité. Exact. Alors, on élit des représentants élus du CSE. Oui. Et dans le même temps, on établit un rapport de force, un poids différent au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche et au niveau national interpro, avec à chaque fois un étagement sur les négociations, la capacité à négocier, les thèmes qui peuvent être négociés qui sont différents. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire percevoir au niveau, parfois même, de nos équipes et à fortiori au niveau des salariés.